Bonjour et bienvenue donc dans cette visioconférence sur le métier de l'expertise comptable. Alors, on a la chance d'avoir ce partenariat avec l'Ordre des experts comptables et donc toujours la chance de recevoir Sonia Braun, qui est experte comptable et qui aujourd'hui représente l'Ordre des experts comptables de la région Occitanie. Voilà, donc je peut-être se rappeler des choses qui sont évidentes. Oui, merci. Mais c'est vrai que l'école fait partie d'un groupe, le groupe Galileo, Global Éducation. Alors, après, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le premier groupe d'enseignement supérieur privé en Europe, le deuxième au niveau mondial. L'école compte, le groupe compte en tout cas 100 000 étudiants par an, 30 écoles en France, dont l'ESG Montpellier, enfin, on va dire plutôt le campus du millénaire, puisque au niveau du campus du millénaire, on va trouver donc nous avons l'école ESARC Évolution, l'ESG et Digital Campus. Alors, dans à l'ESG, il va y avoir donc l'équipe de la finance de Montpellier, donc le directeur, Cyril Mandou, Amélie Ballet-Verneau, qui est directrice pédagogique. Vous avez coordinatrice pédagogique, Ségolène Guérard. Et ensuite, vous avez les assistantes pédagogiques avec Caroline Calato et Raffaella Randrestan. Voilà, avec Alice, Paulinis, on s'occupe de la filière DCG-DSCG. Alice a décidé qu'aujourd'hui, c'était moi qui allais bosser, donc vous faire la présentation, mais elle est quand même avec nous ici en vidéo. Voilà, donc Alice étant responsable de la filière DSCG et moi-même de la filière DCG. Nos conseillers en formation, je voudrais dire nos conseillères en formation, puisque on a qui s'occupe de la filière finance, Karine Millet, donc qui va être davantage sur les premières années, et puis on a Soline Armel, qui est parmi nous. Voilà. Alors, je vous rappelle pas le lien des conseillers en formation parce que soit vous êtes à l'école et vous les connaissez, et sinon vous pourrez en tout cas les découvrir. Au campus du millénaire, on a plusieurs écoles, on présente différentes formations. Si vous voulez, vous avez le côté Digital Campus. Bon, je pense que c'est assez parlant en termes du nom. On a ESARC Évolution. Donc, ESARC Évolution, c'est pour la partie BTS. Et puis, on a ESG avec ESG Sport et ESG Montpellier. Au niveau de ESG Montpellier, alors on ne fait pas du sport au DCG, DSCG, on a les deux filières, donc DCG, DSCG. Alors là, on est sur un diplôme national, diplôme qui va se préparer en 5 années, les 3 années de DCG suivies des 2 années du DSCG. Mais pour être expert comptable, la route est bien longue, puisque après le DSCG, il va falloir faire le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Il n'est pas présent ici, puisque nous ne formons pas au DEC, mais par contre, nous assurons les formations de DCG et DSCG. Alors, pour revenir sur les formations de DCG, DSCG, diplôme national, tant pour le DCG que pour le DSCG, comme je vous le disais. Donc, avec l'harmonisation qui a eu lieu en 2008, ça a permis comme ça d'être sur un système, LMD, donc la licence et le master ici. Nous proposons dès la 2e année de suivre la formation de DCG en alternance et la formation de DSCG peut être suivie en globalité en alternance. Donc, soit en présentiel, soit en alternance. D'ailleurs, j'en profite, Soline, pour les dossiers de candidature. Oui, c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y intéresser, s'y pencher, surtout pour l'alternance, puisque nous avons de nombreuses offres d'alternance à pourvoir maintenant. Nous savons que vous êtes en pleine révision pour la plupart, les bacheliers, les BTS et les DCG, mais c'est vraiment maintenant, donc ne l'oubliez pas. Donc, si vous souhaitez faire la formation en alternance, vous contactez Soline et si ce n'est déjà fait, le plus rapidement possible. Voilà. Alors bon, ça ne rajeunit pas, mais c'est vrai que l'école,
si vous voulez, a une antériorité depuis plus de 25 ans sur la filière DCG, DSCG, même si à l'époque, hein, ça ne s'appelait pas tout à fait comme ça. Voilà, avec Alice, on s'occupe vraiment de la filière, hein, puisque notre objectif, c'est que vous validiez les UE. Alors, c'est vrai qu'on vous pousse au maximum, que des fois on vous embête, hein, pour que vous bossiez, mais c'est vrai que c'est un diplôme d'exigence et que seuls les étudiants qui auront travaillé seront des étudiants qui pourront fournir, qui pourront valider en fait, hein, ce diplôme. Voilà, petit rappel, hein, on a aussi un partenariat avec Studi. Alors Studi, hein, c'est anciennement Contalia, enfin, il y a les deux noms encore. Hein. Ils font du e-learning. Donc ça nous permet d'avoir en plus, bien sûr, des cours. Alors, j'allais dire des cours en présentiel. Peut-être pas tout à fait, puisque avec la Covid, hein, on a dû évidemment proposer des cours filmés. Ceci étant, dès le premier jour, hein, on a pu vous proposer des cours filmés en tout cas. Et sinon, donc, vous avez toujours aussi ce complément, hein, qui est Studi, avec donc des cours filmés, des exercices d'application, des corrections. Voilà, il y a aussi Cyberlibrairie, c'est un super outil qui vous permet d'avoir une bibliothèque virtuelle, hein, qu'on peut utiliser. Merci. Voilà, donc je ne vais pas davantage vous parler, hein, de la formation. Vous savez que si vous avez, pour ceux qui ne sont pas sur l'école, hein, si vous avez des questions, il faut toujours nous contacter, il n'y a pas de souci. On fait aussi des journées portes ouvertes. Et donc, je vais laisser la parole à Sonia Braun, donc experte comptable, hein, qui représente l'ordre des experts comptables. Voilà, Sonia. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous parler de la profession d'une manière un petit peu dynamique et un petit peu personnelle. L'idée c'était de vous faire part de mon expérience du métier et de vous expliquer un petit peu comment le métier a évolué et puis surtout de vous donner envie de continuer et puis pourquoi pas de passer le diplôme. Alors, le petit sondage que vous avez eu, dans lequel il y avait une seule question qui était donc la suivante: pensez-vous exercer le métier d'expert comptable? Vous êtes plus d'une cinquantaine à avoir répondu, donc je pense que quasiment tout le monde a joué le jeu. Je vous remercie. Et au niveau des résultats, alors c'est un petit peu compliqué pour vous les partager, mais vous êtes finalement très peu à envisager d'exercer un jour ce métier. Sur la totalité des réponses, on a 72% des élèves ou des étudiants, pardon, qui ont mis entre 1 et 3 étoiles sur 10. Donc, bon, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui vous paraît ou pas du tout un projet en soi, ou peut-être quelque chose d'assez inatteignable. En tout cas, bon, voilà, l'idée, c'était pas de vous poser après la question pourquoi, ça aurait été la suite, mais voilà, d'avoir une petite tendance en début de conférence, c'est relativement intéressant. Alors, le sommaire de mon intervention, j'ai voulu vous détailler et mettre en relation, en fait, on vous parle d'un cursus, c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Dans ce cursus, vous allez acquérir des compétences qui vont être mobilisées dans un contexte économique et c'est ce qui va faire votre métier. Moi, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, plus qu'un cursus, ça va être votre parcours. Quel est votre parcours associé à des compétences, quel est votre talent, quel est l'accompagnement que vous allez vouloir mettre en avant et ensuite, quel est l'engagement pour pouvoir exercer ce métier. Donc, tout ça, évidemment, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle pour que vous puissiez vous identifier aussi un petit peu à tout ça. Alors, la première chose, avant de parler du parcours, c'est pourquoi j'ai choisi ce métier à l'époque, quand j'étais au même niveau que vous. Voilà, quand j'étais au même stade que vous, c'était un besoin d'émancipation en fait. Moi, j'avais besoin de pouvoir
avoir un métier qui me permette d'avancer, un métier dans lequel il y aurait du travail, je parle d'employabilité. Parce que voilà, moi, j'avais pas des parents qui pouvaient me payer de longues études ou une longue carrière. Je savais pas l'assurance. Et ensuite, en allant jusqu'au bout, on gagne une certaine liberté, une certaine indépendance. Alors, la liberté aussi au niveau du parcours, parce qu'on peut articuler un petit peu comme on veut. On peut s'arrêter à différents étages en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est quand même un des seuls métiers où on peut le faire, parce que si je compare à le métier d'avocat ou le métier de médecin, bon, si on s'arrête en cours de route, c'est difficilement articulable. Que là, avec les métiers de cette profession, voilà, même si vous arrêtez à un niveau Bac plus 3 ou Bac plus 4, on peut travailler dans des entreprises, dans des cabinets, dans des banques, enfin, voilà. Et ça, c'était quand même très important. Ensuite, il y a la diversité du métier, parce que selon les choses que vous aimez faire, vous pouvez décider de travailler dans un secteur ou dans l'autre. Voilà, si vous avez une passion, je sais pas moi, pour la planche à voile, vous pouvez travailler dans les métiers du sport. Si vous avez une passion pour l'agriculture ou si vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, vous pouvez travailler dans ce domaine aussi. Et puis même au niveau de l'articulation, vous verrez à la fin, on peut exercer le métier vraiment de diverses manières. On n'est pas uniquement derrière un ordinateur. Et ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est la base, mais c'est vraiment juste un tout petit morceau de ce qu'on peut en faire après. Et puis après, je pense qu'il y avait un besoin de reconnaissance aussi. Je développerai un petit peu après pour vous expliquer pourquoi. Voilà un petit peu ce qui m'a guidée, moi, à l'époque, pour aller vers ce métier. Donc, le cursus, il vous a été présenté tout à l'heure. Alors, simplement, ce que je vous disais avant, au niveau de l'articulation, effectivement, vous avez 3 ans, puis 2 ans, puis 3 ans de stage, puis de DEC. Sauf que bon, quand on additionne tout ça, ça fait à peu près 8 ans, sachant qu'a priori, on en a déjà fait 2 ans avant, donc on est quasiment à 10 ans. C'est des études qu'on fait entre 18 et 28, 30 ans. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses entre aussi dans sa vie personnelle. Et l'important, c'est de pouvoir articuler, pour être efficace des deux côtés, de pouvoir articuler un certain équilibre entre le parcours pro et puis l'évolution de la vie personnelle. Donc, je vais vous présenter mon parcours rapidement à quelques images. Donc, en haut à gauche, c'est un petit village d'Alsace, tout petit village d'où je viens. Alors, je vous mets ça parce que à la base, j'étais pas du tout censée faire des études. J'ai mis une image de supermarché, de caissière. Alors, c'est pas du tout péjoratif, absolument pas. C'est que quand j'ai voulu faire des études, mon père m'a dit que ça l'intéressait pas que je fasse des études et que je pouvais très bien être caissière dans un supermarché. Donc, ça le dérangeait pas plus que ça. Donc, voilà un petit peu l'émancipation dont je vous parlais tout à l'heure, parce que j'ai une mère qui a jamais travaillé. Donc, je pense que voilà, c'est quelque chose qui m'a finalement boosté à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait prévu pour moi. D'où aussi le plan. Bon, voilà, moi, mon plan, il était en bas à gauche. Et au final, bon, même si c'est long, même si le parcours, comme ça, quand on vous annonce 8 ans d'études, je comprends que ça puisse faire frémir un petit peu. Oui, 8 ans d'études, mais il y a quand même l'apprentissage. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Mais au final, on se rend compte que ça peut s'articuler très bien avec des expériences professionnelles. Parce qu'en fait, pour ma part, j'ai fait un BTS. Ensuite, j'ai fait une année en continu à l'école et ensuite, je suis passée en alternance quasiment de suite parce que je voulais voir un petit peu, j'avais besoin de comprendre et d'articuler finalement toutes ces connaissances théoriques qu'on nous apprend à l'école. Quand on les pratique sur des cas concrets, ça prend une autre dimension et une autre, on comprend beaucoup mieux parce qu'on donne du sens aux choses qu'on apprend. Et ensuite, je suis restée en alternance 2 ans et je suis allée travailler. En fait, j'ai arrêté le cursus après le DECF à l'époque, donc le DCG pour vous. Et j'ai travaillé pendant 2 ans en cabinet avant de reprendre les études, finalement sur une rencontre. Donc là, c'est pareil, dans votre parcours, vous verrez que vous allez rencontrer des gens qui vont peut-être vous faire changer d'avis aussi. Et planter des petites graines qui vont finalement faire germer des choses et vous dire ben, ouais, pourquoi je ne pourrais pas essayer d'y arriver quand même. Et donc là, j'ai repris les études en alternance. J'étais en cabinet la semaine et j'avais des cours le vendredi et le samedi. Et donc, j'ai passé pour vous le DSCG.
Et ensuite, effectivement, les 3 ans de stage où là, effectivement, on travaille et on a des formations obligatoires et des petits rapports de stage à faire. Et la préparation du DEC, finalement, c'est beaucoup plus après un diplôme professionnel que théorique. Il faut quand même réviser, mais on est plus sur un acquis de l'expérience. Ensuite, pour vous dire aussi que quand j'ai passé mon DEC, j'étais enceinte et je venais de perdre ma mère. Enfin, je vous parle de parcours de vie, c'est que finalement, toute cette vie personnelle, elle peut très bien s'articuler aussi avec un parcours à partir du moment où on a un objectif et où on sait pourquoi on fait les choses. Vous verrez dans la suite de la présentation, j'insiste un petit peu sur ces articulations-là. Donc, si on résume bien, finalement, Madame Brown, vous avez fait un BTS comptabilité gestion en formation initiale, statut d'étudiant. Après, vous avez évolué sur le DCG, vous avez poursuivi vos études en DCG en alternance. Ouais. Puis le DSCG en alternance, plus les 3 ans de stage. C'est ça. Avec une coupure de 2-3 ans de travail en cabinet. Ok. Avant de reprendre le DSCG. En fait. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez un peu organiser les choses comme vous voulez et peut-être aller voir un peu comment ça se passe dans la réalité de l'apprentissage avant de continuer ou pas. Moi, ça me paraissait indispensable d'aller travailler avant de m'engager dans une profession où finalement je ne savais pas exactement ce que j'allais pouvoir y faire. Donc ensuite, les compétences, je vous ai synthétisé un petit peu les différentes compétences et alors ça me paraissait important de reparler de génération. C'est pas juste une étiquette en fait qu'on vous colle, c'est que réellement aujourd'hui vos attentes sont différentes des nôtres, mais je pense que la notion de liberté est quelque chose d'hyper important pour vous aussi. Et ce métier-là vous permet d'avoir cette liberté, la liberté de choisir avec qui on travaille, de choisir ses clients, de choisir son domaine d'activité. Enfin, ça me paraît hyper important de le préciser. Par rapport aux compétences, alors là vous êtes beaucoup dans le théorique, donc vous apprenez énormément de choses, de très techniques. L'idée, c'est de pouvoir faire le lien en fait entre cette bibliothèque que vous êtes en train de remplir et après à quel moment je vais solliciter toutes ces données et toutes ces informations pour pouvoir exercer mon métier et accompagner un client. On s'en rend pas forcément compte quand on est en train de travailler et que des fois ça fait un petit peu long. Donc moi j'ai essayé de scinder les compétences en compétences techniques traditionnelles, j'allais dire, c'est celles de base qu'on va utiliser tous les jours, les compétences comptables, fiscales, sociales, juridiques qui vont être sollicitées au quotidien dans les travaux qu'on va faire et que vous pourrez être amené à voir, peu importe où vous vous arrêtez finalement dans vos études, c'est des choses que vous allez utiliser. Et ensuite, on a des compétences transverses de financement, d'accompagnement au financement, d'informatique, parce que ça fait partie de notre métier, on en reparlera tout à l'heure, de gestion de pilotage. Donc là, j'utilise toute la partie comptable pour en faire un réel outil et pouvoir accompagner le dirigeant dans ses choix. La transition numérique, aujourd'hui, avec l'année qu'on vient de passer en plus, bon, c'est pas la peine de le détailler, hein, mais ça a pris une importance capitale et les clients aujourd'hui, ils nous sollicitent énormément non seulement pour leurs questions traditionnelles, j'allais dire, mais aussi pour tout le reste. C'est-à-dire qu'on reste un des conseillers privilégiés de l'entreprise. Et on peut répondre aussi à tout un tas d'autres sollicitations. Ce qui vous permet aussi, vous, en termes de métier, demain, de vous dire si vous, le sujet de la RSE vous passionne, vous pouvez très bien être un expert comptable qui sera spécialisé dans la RSE et faire au quotidien des choses qui vous passionnent. Pareil pour le management RH, c'est des choses où on a un point d'accès parce qu'on va faire des fiches de paye, mais pas que. On n'est pas obligé de rester cantonné dans ce type de mission. Et communication marketing aussi de manière indirecte parce que le client qui va venir vous voir pour un accompagnement dans une création d'entreprise, il y a forcément une part de marketing que vous allez maîtriser ou pas, mais en tout cas, vous serez sollicité, libre à vous ensuite d'aller creuser et d'aller développer les compétences qui vous intéressent. Et ensuite, l'important dans le cursus, on va parler par rapport à la durée. Pour
pour intégrer un peu ce cursus-là, il faut rester dans la volonté d'apprendre. Même aujourd'hui, un diplôme, le mien, le diplôme de n'importe qui, il a une durée de vie de 5 ans. Pardon. Les apprentissages que vous faites aujourd'hui, c'est le début de vos apprentissages en fait. C'est-à-dire que dans la profession, au niveau réglementaire, les données changent tout le temps. Social, fiscal, voilà. Juste ça. Donc on se forme tous les jours, tout le temps. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre un expert comptable qui est extrêmement formé techniquement, bon, ça c'est la base, hein, puisque c'est parce qu'il a appris tout ça qu'il va être expert comptable, et l'expert comptable qui va pouvoir accompagner de manière précise et faire ce qu'il aime, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui toutes les compétences cognitives. L'idée, c'est de mettre un petit peu votre personnalité et vos valeurs dans votre métier. Donc, j'en ai identifié 2 grandes. Donc, qu'est-ce qui va définir votre identité? Qu'est-ce qui fait votre différence, votre personnalité? Alors, super pouvoir, ça paraît être un terme un petit peu comme ça, extraordinaire. Mais c'est assez simple. C'est un terme qui vient de la psychologie positive. Et finalement, un super pouvoir, c'est rien d'exceptionnel, mais c'est un trait de caractère, mais c'est le vôtre. C'est votre trait de caractère, ce qui va faire que ça vous appartient, rien qu'à vous. Et les études ont montré qu'on était beaucoup plus performant à développer ses propres traits de caractère qu'à essayer de corriger tout ce qui ne va pas. Donc, cette question-là, de vous demander ce qui vous représente et ce que vous aimez faire, avant de poursuivre n'importe quel métier, je dirais, moi, ça me paraît quelque chose d'hyper important. Alors, j'aimais bien ce terme de valeur humaine ajoutée, parce qu'on est un peu dans les chiffres, plutôt que de la valeur ajoutée. Quelle est votre valeur humaine ajoutée dans un poste? Et après, bon, j'ai mis des verbes de vie où on pourrait développer toute une journée sur ça, mais par exemple, on a un verbe de vie comme transmettre. Les enseignants, ils aiment transmettre, c'est pour ça qu'ils font ce métier-là. Soigner, bon, les médecins, ils aiment soigner, mais un médecin aurait pu être vétérinaire, il aurait soigné de la même manière. Donc, c'est un petit peu l'idée. Donc, en termes de vie, les experts comptables, ils sont là pour servir leurs clients, pour les accompagner, pour les aider. Voilà, c'est important d'avoir ce cap un petit peu quand on est dans ce cursus-là, parce que ça permet de savoir aussi pourquoi on le fait. Des fois, quand c'est long, ça aide. Et ensuite, je parlais des soft skills, qui sont toutes les compétences molles, entre guillemets, en face des compétences techniques. Donc on parle de savoir-être, d'empathie, de curiosité. Ça, c'est indispensable d'être curieux, c'est-à-dire qu'il faut évidemment s'intéresser à son métier, mais aussi à tout ce qui se passe autour pour le replacer dans un contexte. La confiance en soi, la persévérance. On parle de flexibilité cognitive, comment vous vous adaptez dans différentes situations. Et aujourd'hui, c'est des compétences qui sont beaucoup plus recherchées que les seules compétences techniques. On a vu aussi avec l'année qu'on vient de passer qu'on n'avait pas le choix en fait en termes d'adaptation. Voilà, il faut continuer à avancer et ces compétences-là, alors elles se développent, elles se travaillent, mais sachez qu'elles sont tout aussi importantes, sinon plus que le reste, et elles peuvent venir vous servir aussi à être plus efficaces voilà, dans votre parcours de vie. Alors après, rapidement, sur le contexte, simplement pour mettre quelques chiffres quand même, c'est l'évolution du nombre de créations d'entreprises en France entre 2009 et 2019. Donc bon, voilà, je vous laisse regarder. 800 000 créations d'entreprises en 2019. Les chiffres n'étaient pas dispo pour 2020, sinon je vous les aurais mis. Je pense qu'elles ont encore augmenté. Donc, en termes de choix de métier, voilà, si vous faites ce métier, vous aurez toujours du travail. Voilà, peu importe comment vous le faites, vous aurez toujours du travail et en plus, vous pourrez le faire comme vous aimez. Je regarde l'heure. Donc l'idée, c'était ça, c'était d'associer les compétences que vous êtes en train d'apprendre à l'école, de les mettre en face d'un savoir-faire et d'un savoir-être pour finalement
pouvoir exprimer les choses qui sont importantes pour vous et avoir un accompagnement réellement qui vous ressemble. Et quand on fait ce qu'on aime, on est beaucoup plus efficace et on va beaucoup plus loin. Donc un métier oui, mais surtout un engagement, c'est-à-dire que quand vous avez identifié quel était votre talent, et encore une fois c'est pas à galvauder, hein, c'est quelque chose de très simple, hein, et que vous le mettez au service du métier et au service d'un engagement, c'est là où vous allez être le plus efficace. Donc quelques chiffres aussi rapidement sur le métier dont je vous parle aujourd'hui. On est 21 000 experts comptables en France, 130 000 collaborateurs et environ 6 000 experts comptables, 2 millions d'entreprises clients et 22 000 associations, 11 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, c'est une profession qui est soutenue en plus par un ordre, donc on a des outils, on a des formations, enfin je veux dire, on a réellement un accompagnement de ce côté-là au niveau technique et accompagnement au niveau confraternité qui fonctionne assez bien en fait. C'est vrai que quand on appelle un confrère, peu importe, même si on est concurrent, on y met, il y a un respect et une bienveillance entre les confrères. Alors après, au niveau de l'évolution du métier, on sait aujourd'hui que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. C'est une étude qui a été faite par Pôle emploi à fin 2020. C'est assez impressionnant quand on voit les choses comme ça. Ce qui veut dire que ce que vous apprenez aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas ce que vous allez faire demain, ni ce que moi je fais aujourd'hui dans le cabinet. Et on verra dans la suite du développement que c'est une chance pour nous en fait, parce que ça nous permet justement d'aller mettre ces compétences cognitives finalement au service d'une manière d'exercer qui évolue très très vite. Après, on apprend aussi la faculté d'adaptation, et ça sera essentiel justement par rapport à ces évolutions de métier. Plus vous serez curieux et plus vous chercherez à comprendre ce qui se passe autour de vous et plus vous pourrez essayer d'anticiper aussi les évolutions à venir et en termes d'accompagnement, c'est enfin voilà, on peut faire un accompagnement vraiment à 360. Il y a pas de, vous n'êtes pas trop limité. Donc voilà, et si vous changez les règles du jeu, en fait, puisque bon, a priori c'est vous qui serez là dans 10 ans ou dans 20 ans à des postes d'accompagnants. Alors même si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous serez quand même là pour travailler auprès des entreprises, en tout cas sur une partie de la chaîne de valeur. Alors pour l'avenir de la profession, ça me paraissait important, voilà, l'image de la sculpture, c'est-à-dire on sculpte ça, chaque jour en fait, il faut se remettre en question, chaque jour on s'ajuste, on se remet en question, il faut être très très humble en fait, même dans cette profession-là, c'est pas parce qu'on a des compétences techniques qu'on sait, il faut les mettre au service de tout le reste. Et au niveau de l'expert comptable, alors on a identifié avec l'ordre quatre types d'experts, plus qu'un expert comptable. Moi, j'avais identifié un expert hub, c'est-à-dire que on reste une profession généraliste, mais vous sentez les choses qui sont importantes et vous pouvez rediriger l'entrepreneur vers des accompagnements qualifiés et qu'il aille chercher la compétence qui lui manque. Un expert coach, parce qu'au quotidien, on passe beaucoup plus de temps à coacher les clients, à les accompagner, à les rassurer qu'à faire des comptes. Un expert stratégique, parce qu'aujourd'hui, avec les data, l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle et toute la veille qu'on doit déployer pour sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème de l'entreprise, on peut réellement accompagner les dirigeants au-delà juste d'une synthèse chiffrée de leur activité sur un volet beaucoup plus stratégique. Et l'expert booster, c'était l'expert qui va, avec toutes les données qu'il a et avec son engagement, pouvoir impulser une certaine dynamique aux entrepreneurs. Alors, ce découpage-là, c'était aussi pour vous permettre, vous, d'identifier quel était l'expert finalement qui vous correspondait le mieux, sachant que, voilà, encore une fois, vous pourrez inventer le type d'expert qui vous correspond, en fait.
Alors, non, toujours pas. C'est par là. Ah, c'est ça. Alors, pour le ramener à moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est dans la profession, et ce que je trouve vraiment formidable, c'est cette alliance aujourd'hui entre évolution technologique et compétences cognitives. C'est que c'est devenu un réel outil, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle et les logiciels automatisés qu'on a, moi j'en teste plein pour voir un petit peu ce qui se fait, et je suis très impressionnée de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui en termes de saisie et de collecte de données, ce qui veut dire que demain, on va avoir accès à une foule d'informations et le temps qu'on aura gagné sur aujourd'hui, le temps qu'on passe voilà, à collecter, à trier, on va pouvoir l'utiliser pour faire du conseil, pour accompagner les clients. Et puis, il y avait évidemment aussi j'estime, notre responsabilité pour aider nos clients voilà, à s'engager peut-être plus vers des entreprises plus contributives. Donc là, on parle de RSE, d'entreprises à mission. Je vous ai mis un petit... Bon, bah, j'en reparlerai tout à l'heure. Pardon. Voilà, l'idée, c'était réellement dans ces diapos-là, de vous montrer que finalement, l'avenir de la profession, voilà, pour l'écrire comme vous le ressentez, et je pense qu'on a une réelle place à côté des entreprises pour les aider à continuer à avancer et à s'éclairer voilà, dans un monde incertain, c'est le moins qu'on puisse dire, très très instable. Et finalement, voilà, les chiffres, dans ce cadre-là, ils peuvent être aussi une espèce d'ancrage, voilà, pour les aider au mieux à s'orienter et à faire des choix. Alors, rapidement, pourquoi je continue à faire ce métier aujourd'hui? Parce que moi, j'ai prêté serment en 2000. J'ai été diplômée en 2007, donc j'ai prêté serment en 2008. Donc, ça fait 12 ans. Donc, 13. Bien 13, on va dire. Ouais, voilà. J'ai exercé un peu en cabinet avec des collaborateurs et ça fait 10 ans que je travaille seule. En tout cas, j'ai une structure juridique qui fait que je travaille seule. Après, évidemment, je ne suis pas toute seule. Je travaille avec des confrères et avec d'autres personnes. Mais voilà, moi, aujourd'hui, j'ai pas de salarié parce que c'est quelque chose que pas quelque chose qui m'attire, en fait. Mais voilà, c'est pas un problème. Vous pouvez travailler seul, vous pouvez travailler dans un gros cabinet, vous pouvez travailler avec d'autres associés, vous pouvez travailler en entreprise, dans une banque, enfin, en gros, vous pouvez travailler où vous voulez. Et surtout comme vous aimez. Donc moi aujourd'hui, parce que je me suis posé cette question, ça fait pas longtemps, hein, ça fait 2 ans que je réfléchis un petit peu à tout ça, parce que je sentais qu'il y avait des choses qui me chatouillaient un peu. Et je me suis demandé pourquoi je continue à le faire. Et moi, ce que j'aime faire en termes de verbe de vie, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, moi j'aime écouter les gens. En écoutant ce qu'ils nous racontent, leur histoire, leur choix de création d'entreprise, bon, ils se confient à nous en fait. On sait énormément de choses sur nos clients. On connaît toute leur vie, on grandit avec eux, quoi. C'est une relation hyper proche. Et là, c'est l'empathie qui s'exprime à travers cette écoute. Ensuite, moi, j'adore poser des questions. Et finalement, quand on rencontre son client, que ce soit peu importe la phase finalement dans laquelle vous rencontrez, est-ce que c'est quand il crée sa structure ou quand vous présentez ses comptes, voilà, à chaque instant, à chaque moment, il se joue quelque chose d'important pour lui. Et à ce moment-là, c'est la curiosité qui va parler et qui va essayer de comprendre, de chercher à savoir voilà, ce qui le motive et qu'est-ce qui est important pour lui. Vous avez une question de Laura. Pensez-vous que le métier de comptable puisse disparaître? Alors, le métier de comptable, si on entend par uniquement la saisie des factures, oui, clairement oui. C'est pas trop le métier de comptable, ça aussi. Ah oui, voilà, je ne sais pas exactement. Voilà, donc il faudrait peut-être préciser ce que vous entendez par comptable en fait, parce que Après, il y a la suite dans la question, peut-être un expert comptable itinérant, exercer ce métier sans cabinet.
Sans cabinet. Alors moi, j'ai pas de cabinet, par exemple. J'ai un Donc on peut. petit bureau, mais oui, on peut. Moi, je me déplace tout le temps, en fait. Je vais voir tous mes clients. Ils sont très contents quand je viens les voir. En plus, ils sont contents que leur expert comptable vienne dans leur bureau, chez eux, voir ce qui se passe. Et on apprend beaucoup plus de choses à la machine à café que quand on regarde les comptes. En fait, parce que finalement, en termes de lecture, c'est que la traduction de tout ce qui s'est passé sur l'année ou tout ce qui va arriver, et c'est très très important d'être ouvert à tout ce qui se passe autour. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'aime bien aller les voir chez eux, en fait, dans leur univers. Après, c'est des tâches comme la saisie, des tâches comme la saisie, de plus en oui. plus, c'est sûr, et ça va manquer à personne. Voilà, c'est-à-dire que les tâches. Maintenant, le conseil, je pense qu'il faut quand même, forcément, on a besoin d'un expert comptable pour apporter des conseils, des aides aux entreprises, hein, et ça, on ne peut pas le remplacer. Ah oui, non, mais le métier d'expert comptable, comme il se dessine, et pour l'accompagnement qu'on peut leur apporter, celui-là, il ne sera jamais remplacé. En fait, au niveau de l'intelligence artificielle, évidemment qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a énormément qui vont se créer. Et nous, nos métiers, on est un peu entre les deux, en fait. C'est-à-dire qu'on a une partie technique qu'on va pouvoir, sur laquelle on va pouvoir gagner du temps avec. Enfin, moi, j'estime que c'est une chance, hein, parce qu'on pourra déjà faire des choses beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire, au lieu de faire du traitement de la collecte de données, vous allez pouvoir l'exploiter, l'analyser et finalement la rendre beaucoup plus dynamique. Donc, assistant comptable, ça portera peut-être un autre nom, parce que ce sera sans doute plus de l'exploitation de données et puis rechercher voilà, des éléments pertinents et des critères qui vont pouvoir aider l'entrepreneur à faire des choix. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a Sheima qui veut savoir si, après son DEC, on peut en tout cas directement être à son compte, ouvrir son propre cabinet. Oui. Oui. Tout à fait. Dès que vous avez passé votre diplôme et que vous êtes inscrit à l'ordre, vous pouvez voilà, ouvrir votre cabinet. Sachant que vous avez quand même mis au moins 8 ans pour y arriver. Donc vous êtes finalement, prêt, ça y est. vous avez le C'est bon, on peut se lancer. C'est ça. Après, l'autre chose que j'aime faire, c'est organiser, accompagner. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai posé des questions, j'aime voilà, organiser des choses, trouver des solutions et l'accompagner dans son quotidien. Voilà, on peut imaginer et créer des choses même quand on est expert comptable. C'est possible. Après, c'est rien une question de volonté. Alors, je vous ai mis un petit bonus je voulais vous mettre plein d'autres choses, mais c'était trop court, donc je vais essayer de synthétiser. Je vous ai fait une petite revue de presse que j'ai faite sur les derniers jours. Ouais, avec plaisir. Donc j'ai trouvé un petit article qui montre du chiffre de janvier là, de cette année. Les soft skills dans les cabinets comptables, ces compétences qui font désormais la différence. Ça va. Donc c'est une étude qui a été faite au niveau européen dans les services comptables. Et réellement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'ils ont mis en lien qu'aujourd'hui, c'est au-delà des compétences techniques qui ont été transformées avec les outils digitaux. En fait, ça a redynamisé un petit peu tout le fonctionnement des cabinets. Et aujourd'hui, dans les recrutements, c'est des compétences qui sont très, très demandées et qui permettent justement d'articuler le savoir que vous avez avec une réalité et un accompagnement qui vont faire la différence. C'est-à-dire que quand vous allez écouter votre client ou quand vous allez le rencontrer pour lui présenter ses comptes, au-delà de l'analyse technique, derrière chaque chiffre, en fait, il y a une histoire. Il y a un choix qu'il a fait sur un outil de gestion. Il y a un choix qu'il a fait quand il a décidé de travailler avec tel et tel partenaire. Et en fait, en lisant les comptes, vous pouvez avoir accès à toute la vie de l'entreprise. Et aujourd'hui, ce qu'on reproche un peu aux collaborateurs, en tout cas moi, c'est les retours que j'ai des confrères, c'est parce que les collaborateurs, ils sont au contact des clients quasiment quotidiennement pour les salaires, pour récupérer les documents, pour leur demander des choses. Et il n'y a pas forcément ce recul.
donner du sens à l'information en fait. Alors je prends un exemple tout bête parce que c'est peut-être pas très concret ce que je dis. Vous allez lui demander une facture qui vous manque et vous allez réaliser qu'il a payé 2 fois cette facture ou qu'il manque quelque chose. C'est des informations pour lui qui sont importantes et derrière qui peuvent découler sur un problème peut-être interne d'organisation. Peut-être qu'à ce moment-là, il faut lui conseiller de faire appel à une secrétaire ou peut-être qu'il perd beaucoup de temps dans ses papiers par rapport à son travail. Enfin, c'est des petits indicateurs, des petits signaux en fait qu'on a dans les mains quotidiennement et si on tire le fil, on peut finalement apprendre beaucoup plus de choses que ça. Alors une autre info, pour mieux mémoriser, le cerveau a besoin de consignes précises. Alors ça, c'est un article que j'ai repris de Cerveau et Psycho. Alors pourquoi je vous ai mis ça? Ça n'a rien à voir avec la comptabilité. Mais je me dis que à quoi ça peut me servir moi au quotidien dans mon travail. Bon, c'est une étude qui dit que le cortex préfrontal qu'on a là, on est les seuls êtres vivants sur la planète, à part les grands mammifères et les grands singes, à avoir cette zone du cerveau. Et c'est grâce à elle qu'on peut avancer dans un cap sans être déstabilisé par tout ce qu'il y a autour. Et ils ont essayé de remettre ça dans l'apprentissage pour les enfants ou pour vous, les étudiants, et ils ont identifié que quand on donnait des consignes très précises sur ce qu'on attendait dans un exercice, l'élève était beaucoup plus performant et qu'il était beaucoup moins déstabilisé. Et l'idée, alors quelle est l'utilité qu'on peut en faire? Si demain, un jour, vous êtes expert comptable, vous avez des collaborateurs, soyez très précis dans ce que vous leur demandez. En termes de management, c'est hyper important aussi. Et pareil pour vos clients. Voilà, si vous avez besoin d'une information, si vous manque quelque chose, voilà. Ensuite, je vais finir sur l'entreprise à mission, une communauté qui fait boom. Alors, une entreprise à mission, c'est quoi? Je ne sais pas si vous en avez peut-être déjà entendu parler dans vos cours d'économie. C'est en lien avec l'impact et la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être entreprise à mission, il faut avoir une raison d'être et il faut s'engager sur des objectifs environnementaux et sociaux. Et c'est inscrit dans les statuts. Alors après, il y a tout un audit, enfin, c'est assez compliqué, mais en tout cas, l'idée, c'est de dire que l'expert comptable est là aujourd'hui, et demain aussi pour accompagner justement les entreprises à mettre en place cette raison d'être et à la déployer, à réfléchir dessus. Moi, je trouve ça passionnant. Enfin, voilà, c'était pour vous dire qu'on ne faisait pas que des lectures techniques et que plus on s'ouvre, plus finalement on peut être amené à accompagner le client sur des volets peut-être voilà, sur lesquels vous n'auriez pas imaginé qu'on pouvait intervenir. Et si c'est des compétences qu'on maîtrise pas, le fait d'être sensibilisé, on peut très bien voilà, rediriger l'entrepreneur vers une personne qu'on aurait identifiée pour pouvoir l'accompagner. Alors, non. À la fin, je vous ai juste mis voilà, quelques liens intéressants. Info.move, on le pratique. Hein, voilà. Vous allez pouvoir trouver des infos intéressantes. Alors, FunMOOC, bon, là, vous êtes étudiant, mais je ne sais pas si vous connaissez un peu les MOOC. Cette plateforme, elle est juste exceptionnelle. France Université Numérique, on peut y trouver des MOOC sur tous les thèmes, tous les sujets, avec des intervenants de qualité. En plus, c'est gratuit. Le site de l'ordre, évidemment, et d'autres infos. Allez vous promener un peu. Il y a des tests de personnalité aussi qui pourront peut-être vous donner des informations voilà, sur les choses qui vous plaisent. Donc, je pense qu'on est pas mal au niveau du timing. Il y a une question de Margot Braun, ça s'appelle. Oui. Et du coup, elle veut savoir à quoi ressemble la journée d'un expert comptable. Alors, la journée type d'un expert comptable. Merci Margot pour cette question. Alors, la journée type, elle commence par la lecture des mails, en général. Enfin, pour ma part, hein, moi je fais une journée type de ma part. Ensuite, oui, tout à fait. Alors, en amont, quand même, il y a eu un peu de veille documentaire, en fait, parce que si vous ouvrez vos mails, vous ne sortez pas la tête des mails avant quelques heures. Donc, un peu de lecture documentaire pour rester curieux.
Et pour avoir, moi, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle idée par jour et de me demander à quoi elle va pouvoir servir pour mes clients. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter. On essaie, dans la mesure du possible, d'avoir aussi un petit temps de sport ou de méditation parce que ça permet de se recentrer un petit peu. Et une fois qu'on a fait ça, voilà, lecture des mails et ensuite, alors bon, si je vous prends la journée d'hier, il y a des rendez-vous en visio, il y a des points avec les clients, il y a du travail qui est fait sur la demande, par exemple, d'une rupture conventionnelle. Enfin, c'est extrêmement varié et ce qui est formidable, c'est qu'aucune journée ne ressemble à la précédente. Et enfin, ça, je trouve ça juste passionnant. Et puis, sachez aussi que c'est vous qui allez pouvoir organiser votre emploi du temps avec cette profession-là. Ça reste quand même une profession libérale. Donc, bon, organiser son emploi du temps, choisir les clients avec lesquels on travaille, choisir la manière dont vous allez manager vos équipes. Et voilà. Alors, on arrive aux questions sur le côté un peu plus négatif, on va dire, de la profession. Donc, il y a Anicette Bada qui aimerait savoir si le métier d'expert comptable présente des inconvénients. Et c'est un petit peu lié à la question suivante, avec Laura Sagui qui dit « J'entends beaucoup de rumeurs sur le fait que les experts comptables n'avaient pas de vie à cause du travail très prenant. » Alors, les inconvénients, évidemment, il y en a, comme dans tous les métiers. Moi, je ne connais pas de métier où il n'y a pas d'inconvénients. C'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Enfin, c'est une certitude. Il faut avoir la volonté d'y aller. Mais encore une fois, si vous savez pourquoi vous le faites, les efforts paraîtront quand même moins, ou les inconvénients en tout cas paraîtront moins compliqués à gérer. Après, des rumeurs où on n'a pas de vie. Alors, on travaille beaucoup sur une période de l'année, évidemment, parce qu'il y a des échéances, donc forcément. Le reste du temps, moi, j'ai une vie quand même. En fait. Je fais beaucoup d'autres choses. Et encore une fois, ça dépend de l'organisation aussi. Ouais, et de la manière dont vous voulez l'exercer. Voilà. En fait, c'est-à-dire que si vous décidez que vous travaillerez que 30 heures par semaine, vous pouvez travailler 30 heures par semaine. Et si vous voulez avoir un cabinet énorme et générer énormément d'argent de revenus, vous travaillerez beaucoup plus et vous gagnerez beaucoup plus d'argent. Je dirais que c'est vraiment vous qui positionnez le curseur. Et effectivement, c'est beaucoup une question d'organisation. Par les décisions initiales. Oui, alors il y a Clémence Dijoux qui demande si le fait de faire le DCG en initial et pas en alternance, est-ce que ça peut être un handicap par la suite pour pouvoir postuler, trouver du travail en cabinet? C'est pas un avantage. Alors, moi je peux répondre à Clémence, mais alors c'est sûr que quand on est en alternance, ça permet à la fois de concilier une expérience professionnelle. Du coup, c'est toujours un plus sur un CV, on ne va pas se le cacher, on va dire le contraire. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi, c'est que parmi les étudiants, on compte des étudiants qui ont fait leur DSCG en voie initiale et ça ne les a pas empêchés de par la suite postuler, trouver du travail, en tout cas en cabinet, et après quelques années d'expérience, voire même ouvrir leur propre cabinet. Oui, il n'y a pas de règle. Disons que. Oui, il n'y a pas de règle. Après, ce qui est effectivement intéressant par l'expérience en cabinet, c'est que c'est quand même un domaine où on a besoin d'acquérir beaucoup de compétences techniques avant de pouvoir commencer à travailler. Et quand vous pouvez faire le lien entre ce que vous avez appris et une expérience réelle, au niveau de l'apprentissage, il se passe quelque chose, il y a des déclics qui se font. Et quand on sait à quoi servent les apprentissages, on est plus efficace. Et en ça, c'est intéressant de le faire au-delà du CV et au-delà de l'inconvénient. C'est pour vous, en fait. Je pense que c'est bien. Et ensuite, effectivement, dans un cabinet, quelqu'un qui a déjà une petite expérience va peut-être être privilégié, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que ce qui va être important, c'est vos convictions à vous, ce que vous allez apporter au cabinet, et voilà, si c'est pas déterminant. Et ensuite, dans tous les cas, si vous voulez aller sur l'expertise, dans le cas du TEC, vous avez 3 années de stage au cours desquelles vous allez acquérir, bien évidemment, de l'expérience. Ouais. En tout cas, il faut que ce soit un choix, l'alternance. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut savoir être prêt aussi à aligner les deux. C'est vraiment très important. Donc,
Je rejoins Madame Brown et Madame Martin. Oula. Pour ouvrir notre propre cabinet et le transformer en grosse société, ça demande beaucoup de budget et de temps. Alors après, il y a plusieurs solutions. Si vous partez de rien du tout, c'est-à-dire que vous créez 100 clientèles et que vous la développez au fur et à mesure et que voilà, vous prenez le temps de faire tout en création ex nihilo, oui, ça va prendre du temps. Après, encore une fois, ça dépend de votre réseau, ça dépend de votre spécificité, ça dépend de la manière dont vous allez vous positionner sur le marché. Et puis après, vous pouvez aussi racheter des clientèles déjà existantes ou vous associer dans un cabinet qui existe déjà. Enfin, il y a plusieurs formules possibles, voilà, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez travailler seul ou pas, avec des associés ou pas, et quelles sont vos ambitions par rapport au métier. Il y a toujours le temps qu'on veut consacrer aussi au travail par rapport au temps qu'on consacre à sa vie personnelle et c'est un juste équilibre que chacun doit trouver. Exactement, chacun le votre message. Ouais, chacun le sien en fait. Il n'y a pas de règle. Et c'est cette liberté-là aussi qui est importante. Combien de semaines de congé par an? Alors. Ça, c'est Mehdi. Oui, mais c'est important parce qu'on a besoin de se reposer. Alors, j'avais lu un article d'un des meilleurs chefs cuisiniers au monde. Il travaille la moitié de l'année et le reste de la moitié de l'année, il se repose pour avoir des idées et créer ses menus. C'est pas mal. Donc, voilà, d'où l'importance des congés. Après, moi, en termes de congés, je pense que je prends à peu près un bon mois en été, j'essaye, en août. Et après, un peu à Noël. Après, c'est sûr, de janvier au mois de mai, vous n'avez pas de vacances. Ça n'est pas possible. En tout cas, pas pour l'instant, mais comme je vous dis, moi j'ai des amis experts comptables qui vont quand même au ski. Hein. Voilà, c'est ça. Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est une question d'organisation et c'est pas du tout incompatible. Voilà, vous pourrez prendre des vacances. Ça y est, Mehdi est convaincu, voilà. Expert comptable maintenant. Vraiment. Alors peut-être, est-ce que vous pourriez renvoyer le lien du sondage? Alors, vous avez tous le lien oui, on peut le mettre aux questions. Ouais. Vous pouvez reprendre le mail que je vous ai envoyé pour pouvoir répondre donc aux questions. Madame Ram serait intéressée du coup d'avoir de nouveau vos réponses. Je vous mets le lien si vous voulez sur le. Voilà. Attention, le lien s'affiche. C'est ça, hein, c'est bon lien. Top chrono, c'est ça. Voilà, juste voilà, à titre d'information, savoir si ça vous a donné un petit peu envie ou si vous vous projetez dans ce métier. Enfin, on a toujours des représentations. Enfin, moi, je sais que pour moi, c'était très nébuleux quand j'étais étudiante. C'était très nébuleux pour voir ce que c'était, à quoi correspondait le métier. Et puis après, quand on commence à travailler, en plus, bon, on a une vision très partielle de ce qu'est le métier. Et au final, voilà, avec le recul et avec l'expérience, on se rend compte que au niveau des possibilités, ça reste quand même très très impressionnant et moi je crois vraiment que dans les années à venir, ça va se développer sur quelque chose de beaucoup plus ouvert et de beaucoup plus communicant. D'ailleurs, on travaille avec l'ordre pour vous faire découvrir la profession à travers une expérience dynamique. Pour la rentrée, normalement, on devrait pouvoir venir vous voir. Alors, j'espère que vous viendrez parce que voilà, on y travaille. On y travaille bien. Vous allez pouvoir nous rencontrer et puis faire des petits jeux et des petites mises en situation très intéressantes. Question très intéressante de Laura. Faites-vous des interventions lors des cours à l'ESG? Ah non, non, pas encore. Oui, en tout cas, à la rentrée, on fera un petit parcours, mais non, je n'interviens pas. Avez-vous répondu au questionnaire? Si c'est le cas, quels sont les résultats? J'ai l'impression que c'est les mêmes que tout à l'heure. Ah non, ou alors. Non, ça a évolué, il me semble, sur les premiers. Ouais.
Donc, si les derniers qui n'ont pas encore répondu peuvent répondre au questionnaire, ce serait super sympa. Oui, donc si Ah, Émeric. Émeric, bon, on a augmenté quand même. Hein. Merci, Hélène. On a bien augmenté le nombre de personnes qui avaient envie d'aller vers le cursus. Donc, bravo, c'est bien. Voilà, je suis très contente. C'est cool. C'était un peu le test, le crash test en fait. Donc, efficace alors. Bon, super, super. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu et j'espère qu'on a pu répondre à certaines de vos questions, d'interrogations et puis je vous souhaite bon courage pour la suite en tout cas. Et j'espère vous voir à la rentrée. Et merci beaucoup Madame Ram pour cette intervention et pour l'expert comptable de la Merci. région d'Italie. Merci à tous. Merci. Merci de votre participation. À bientôt. Au revoir.